Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur l'entretien du jour sur Sika TV. Plusieurs pays semblent ne pas vouloir prendre de risques avec le vaccin anti-Covid AstraZeneca. Il a suffi que le 11 mars dernier, le Danemark suspende l'administration de ce vaccin à la suite de rapports de cas graves de formation de caillots sanguins chez des personnes vaccinées pour que plusieurs pays montent sur leur garde. Quid des pays africains qui en reçoivent depuis peu grâce au dispositif COVAX? Ont-ils les moyens de tracer les personnes vaccinées, retrouver, renseigner et prendre en charge les cas d'effets secondaires? Que faire face à la suspension en cascade de l'administration de ce vaccin dans les pays européens? Nous en parlons avec Dr Célestin Alexis Agwessi, praticien hospitalier au centre hospitalier Université Bichat, dans le 18e à Paris en France, spécialiste de médecine d'urgence, chercheur en santé publique, soit dit en passant, un PhD en cours en santé publique à Paris-Sorbonne. Docteur Agwessi, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation depuis Paris. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir, un honneur d'être à vos côtés, Sertuné Doussou. Je parie que quand a commencé cette suspension de l'administration du vaccin AstraZeneca dans les pays européens, vous avez pensé à l'Afrique. Est-ce tort? Absolument pas. Vous savez, en toute chose, il faut toujours commencer par soi-même. Et moi-même, c'est l'Afrique. Et donc, forcément, je me suis interrogé, d'autant plus que dans la même semaine ou quelques jours auparavant, les pays africains ont commencé à recevoir leur dotation en vaccin AstraZeneca via le mécanisme COVAX. Et d'ailleurs, on a vu les images de la réception au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, de ces vaccins par les ministres de la Santé et par les officiels, via l'UNICEF qui a été le transporteur essentiellement. Donc effectivement, oui, forcément, je pense à l'Afrique et à tout ce que cela peut comporter comme questionnement. Et parlant de questionnement, quelles sont vos craintes à propos quand on apprend qu'ailleurs, dans des pays plus outillés, on parle de formation de caillots sanguins, on parle de suspension de l'administration de ce vaccin, mesure conservatoire, peut-on dire a priori? Absolument, ce sont des mesures temporaires. D'abord, il faut définir ce que c'est que les effets secondaires de ce vaccin AstraZeneca. On parle de thrombose. Il y a plusieurs types de thromboses qui existent. Essentiellement, les thromboses, ce sont des caillots dans les veines ou les artères. D'accord? En ce qui concerne ce vaccin, il a été mis en évidence en Allemagne 7 cas de thrombose cérébrale, donc des thromboses au niveau des veines cérébrales dans le cerveau qui peuvent donner des accidents vasculaires cérébraux sur 1,6 million de doses d'AstraZeneca effectivement vaccinées aux Allemands. Alors que la proportion de cas potentiels de thrombose cérébrale, c'est 1 ou 1,6 pour 16 millions de personnes. Vous voyez donc qu'il y a un léger déséquilibre entre le nombre de thromboses perçues après les doses d'AstraZeneca, donc 7, alors qu'il devrait être compris entre 1 et 1,4 million. Ensuite, il y a aussi toutes les autres formes de thrombose, les thromboses veineuses périphériques. Là, on est en thrombose veineuse centrale au niveau du cerveau. Il y a aussi les autres thromboses veineuses périphériques. Mais il faut aussi penser que lors des essais en phase 3 de ce vaccin, il avait déjà été réalisé, en tout cas mis en évidence, 12 cas d'incidents de la circulation sanguine qui ont été recensés, dont 4 parmi les gens ayant reçu le vaccin et 8 parmi les gens ayant reçu un placebo. Donc, aucun de ces incidents n'avait été considéré comme lié à la vaccination, puisque dans la population normale, en effet, il y a déjà ce risque de caillots qui existe dans la population. La question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un sur-risque ou pas?
pour les patients recevant l'AstraZeneca. Et donc, compte tenu de la traçabilité et enfin de la remontée qui se fait classiquement des effets secondaires pour tout médicament, le vaccin est un médicament, effectivement, il faut penser que en Afrique, bien que nous soyons moins outillés, les personnes cibles qui seraient vaccinées seraient mieux suivies, plus prises en compte. Et donc, je ne doute pas que si le vaccin est remis au goût du jour, les pays africains pourraient en effet avoir une meilleure traçabilité des patients cibles qui auraient été vaccinés, puisque je vous signale par exemple qu'au Bénin, nous n'avons quand même pas beaucoup de doses. Nous avons environ 190 000 doses, ce qui n'est pas non plus énorme, à raison de 2 doses par personne. 190 000 divisé par 2, le calcul est vite fait. Vous voyez, alors qu'en France, en Angleterre, par exemple, on a vacciné 11 millions de personnes avec le vaccin AstraZeneca. Donc vous voyez que les proportions ne sont pas les mêmes. Les populations ne sont pas non plus les mêmes, et il serait intéressant de savoir que AstraZeneca, par exemple, au 8 mars, par exemple, il y a 22 cas d'embolie pulmonaire et de 15 cas de thrombose veineuse profonde. Les embolies pulmonaires, ce sont des thromboses au niveau des artères des poumons, d'accord, et les thromboses veineuses profondes, ce sont des thromboses au niveau des veines des jambes, des bras, par exemple, même si en général c'est au niveau des jambes, des artères fémorales, des veines fémorales, des veines tibiales, donc au niveau des membres inférieurs, sur 17 millions de personnes vaccinées. D'accord ? Et l'Agence européenne de médicaments a remonté 30 cas d'événements thromboemboliques sur les 5 millions de vaccinés au sein de l'Union européenne. Donc, on peut imaginer que, vu le nombre d'Africains qui seraient vaccinés, il y aura une proportion différente de personnes qui seraient potentiellement atteintes compte tenu de la différence entre les populations. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que vu le nombre de millions de gens vaccinés, ça fait quand même au total 22 millions de gens vaccinés, nous avons quasiment, en effet, 52 cas de thrombose au total. On peut quand même se rendre compte que la question qui est posée, ce n'est pas tant les effets sur les individus, mais sur la population générale. Est-ce que le vaccin constitue un sur-risque pour la population générale, ou bien, malgré les effets secondaires sur ces 52 individus sur les 22 millions de vaccinés, on pourrait imaginer, on pourrait se poser la question de savoir si le vaccin est un plus grand bénéfice qu'un risque pour la population. Est-ce ça, Dr Agbessi, qui amène l'Organisation mondiale de la santé à faire cette balance risque-bénéfice et à estimer qu'il faudrait qu'on continue dans l'administration de ce vaccin-là parce que les risques qu'on est en train de prendre sont minimes par rapport aux bénéfices qu'on en tire? Écoutez, je pense que nous avons mis la science sur un piédestal, la population, en imaginant que la science est sans risque, que la science est toute puissante et qu'elle peut tout faire sans effectivement mesurer les conséquences de ses actions. Ce que je veux dire, c'est que toutes les actions scientifiques, toutes les recherches, tous les médicaments ont toujours un risque. Et vous l'avez bien dit, c'est une question de balance bénéfice-risque. Aujourd'hui, il est évident, très clairement évident, que la vaccination fera reculer les formes graves du Covid chez les patients avec des comorbidités. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que les individus sont prêts à prendre le risque de ne pas mourir et d'avoir potentiellement une infinité de cas d'effets secondaires? C'est la vraie question qui est posée. Il y a donc une multitude de pistes qui permettraient, en tout cas compte tenu des effets secondaires de chaque type de vaccin, de spécifier les patients, même d'avoir tel ou tel type de vaccin et finalement de le donner avec le moins de risques possible. Mais oui, très clairement, le bénéfice-risque pense en faveur de la vaccination, donc de l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Parlant des personnes à risque, puisque ce n'est pas monsieur, madame, tout le monde qui est concerné, les premières cibles, Dr Agbessi, comment comprenez-vous que dans certains pays, quand on recommande désormais plus le vaccin AstraZeneca à des personnes de 65 ans et plus? Est-ce pour limiter ces effets secondaires-là?
Non, au départ, en fait, il s'agissait de la disponibilité du vaccin. C'était une question de disponibilité. Et en termes de disponibilité, il faut faire des choix sanitaires, voire même des choix politiques et des choix économiques. Et donc, il était très clair que tout le monde ne pouvait pas bénéficier en temps réel, en même temps, de la vaccination. Et donc, oui, très clairement, on limite le choix d'abord à ceux qui ont le plus de risques. Et ceux qui ont le plus de risques, ce sont les patients de plus de 65 ans, et même d'abord au-delà, les plus de 75 ans, 85 ans. Mais effectivement, certains pays ont rapidement limité le vaccin AstraZeneca aux patients entre deux âges, entre 50 et 65 ans, compte tenu de l'inefficacité de ce vaccin sur les personnes de plus de 65 ans. C'était ça la question au départ, puisque effectivement, le vaccin a montré une moindre efficacité par rapport à Comirnaty, qui est celui de Pfizer, et celui de Moderna. Mais il faut être très clair. La moindre efficacité ne signifie pas inefficacité. C'est peut-être un peu subtil, mais c'est très simple. Ça protège toujours contre les formes graves. Or, les formes graves sont mortelles. Les formes graves touchent environ 20% de la population contaminée et la mortalité, le taux de mortalité est variable, d'accord, mais il est beaucoup plus important chez les patients qui ont une comorbidité. Et donc, les vacciner les protège d'une manière ou d'une autre contre les formes graves du Covid. Et ça, c'était extrêmement important. Et donc, on a limité la vaccination, par exemple, en France, pour l'AstraZeneca, pour les gens de plus de 50 ans jusqu'à 65 ans. D'accord. Aujourd'hui, la vaccination, elle est ouverte. Elle est clairement ouverte. Mais bien évidemment, ces nouvelles limitations avec les thromboses dont on vient de parler, effectivement, repose la question des patients à risque et des patients à sur-risque. Merci à vous, docteur Célestin Alexis Agbessi, d'avoir répondu à nos questions depuis Paris. Ça va être une première partie de ce sujet que nous avons abordé. Nous avons commencé par aborder, puisqu'on va vous retrouver très prochainement dans un autre numéro pour continuer sur la même lancée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Encore une fois, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette première partie concernant ce sujet. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup et à bientôt. Restez informés à chaque instant sur SICA.